Bienvenue, mesdames, messieurs, citoyens du Mali. Merci de nous rejoindre. Ce soir, nous vous proposons le premier numéro d'une série de 4 débats relatifs à l'élection présidentielle du 29 juillet. Des débats organisés dans le cadre d'un partenariat inédit entre médias publics et privés. Il s'agit notamment de l'ORTM, de Africable Télévision, de Chérifla TV, de Renouveau TV, de Radio Clédou, le tout sous le parrainage d'organisations et de structures que sont l'URTEL, la Maison de la Presse, la HAC, la Haute Autorité de la Communication, le NDI, l'USAID et la MINUSMA. Ces médias, organisations et structures s'engagent notamment à vous fournir des informations directes sur les candidats en compétition pour le scrutin du 29 juillet. Je suis Yaya Konaté de l'ORTM et avec moi sur ce plateau, Sekou Tangara de Africable Télévision. Nous serons vos modérateurs tout au long de cette série de débats. Oui, Yaya Konaté, ce débat sera suivi à travers le Mali à la radio et à la télévision grâce à nos stations partenaires. Il est également diffusé en direct sur Facebook à travers le monde. Vous pouvez également vous joindre à la conversation à travers le hashtag COPID, C-O-P-I-D-E. Le format du débat prévoit des déclarations liminaires et finales des candidats, des questions posées par les modérateurs ainsi que quelques questions enregistrées par les citoyens du Mali. Je tiens à vous rassurer qu'aucun candidat ou parti politique n'a reçu à l'avance les questions qui seront posées ici ce soir. Ce débat va durer environ 1h30. Et les candidats ont tous signé un code de bonne conduite dans lequel ils s'engagent à se traiter les uns les autres, les modérateurs et les chronométreurs avec respect tout au long du débat. C'est un débat politique qui propose des idées sur l'avenir du Mali. Ce soir, nous sommes donc avec le docteur Choguel Koukala Maïga, candidat du MPR, le docteur Amadoun Touré, candidat de l'Alliance Kaïra, monsieur Adama Kane, candidat de Faso Kewale. Et sans plus tarder, nous allons passer aux déclarations liminaires des candidats. L'ordre de passage pour ces déclarations donc a fait l'objet d'un tirage au sort et c'est vous, docteur Amadoun Touré, qui avez été désigné par le tirage. Votre déclaration liminaire, s'il vous plaît. Merci et bonjour à tout le monde. Cette élection se passe dans un contexte politico-sécuritaire très intense, dans un contexte économique et social très dense. Et donc les élections de 2018 vont être la mère de toutes les élections. Parce qu'il y a un choix pour le peuple malien, un choix entre l'inaction et l'action, un choix entre la corruption et un état de droit, et le choix entre l'émergence et le status quo aujourd'hui. Et je pense que le peuple malien est suffisamment mûr aujourd'hui pour pouvoir faire ce choix-là. Je voudrais d'abord vous remercier pour ce débat, le premier d'une série qui va enfin donner l'opportunité à la population malienne de suivre les questions qui les intéressent réellement parce que les débats avaient été déraillés à un moment donné. Et je pense que nous pourrons parler des questions de santé, d'éducation, des questions d'emploi des jeunes et des questions de sécurité qui sont vraiment des questions importantes pour le peuple malien aujourd'hui. Mais aussi, nous allons parler d'alternatives et d'alternance. Je vous rappelle que vous avez 90 secondes pour répondre à cette question. Le temps est épuisé. D'accord. Alors, Monsieur Kane. Bien, chers téléspectateurs, chers compatriotes, aujourd'hui, nous avons un débat qui vous est offert, l'opportunité de saisir pour être bien édifié sur les programmes des uns et des autres. Nous sommes 24 candidats à briguer la magistrature suprême. J'en fais partie. Je suis parmi une pléiade d'hommes politiques aguerris, au sein duquel je voudrais vous proposer un changement, une rupture. Après avoir entendu des années durant, 5 dernières années, que toute notre population éprouve ces changements, ces besoins de changement, je voudrais avec vous sceller ces pactes de changement, tourner une page de notre histoire, certes avec des bons et une partie des regrets, et ouvrir une autre pour une prospérité, pour qu'enfin
nous prenions notre responsabilité et notre destin en main. Que cela est le seul chemin qui vaille pour notre pays pour s'en sortir. Voilà ce que je peux déclarer ce matin en début de ce débat que vous organisez. Je vous remercie. Merci M. Kane. Docteur Maïga. Merci beaucoup. Je voudrais, en cette circonstance solennelle, commencer par m'incliner devant la mémoire de tous nos soldats qui, depuis plusieurs années, donnent leur vie chaque jour pour que nous puissions être en sécurité, pour que nous puissions organiser des débats du genre, pour que nous puissions aller et venir et dormir tranquillement dans nos familles. Si vous voyez qu'il y a ce débat, qu'on est dans cette salle, c'est parce qu'il y a des hommes qui donnent leur vie tous les jours. Je voudrais aussi expliquer aux Maliens et aux Maliens que ma candidature se justifie à l'étape actuelle, fondamentalement par la crise socio-politique et sécuritaire que vit notre pays. Je me présente à l'élection présidentielle pour permettre aux Maliens de retrouver leur sécurité, pour permettre à l'État malien d'exercer son autorité, la plénitude de son autorité sur l'ensemble du territoire national. Je me présente à cette élection pour redonner confiance aux Maliens, pour que les Maliens sachent qu'ils ne doivent pas perdre espoir, pour que les Maliens sachent qu'il y a un avenir radieux pour eux, pourvu qu'ils croient en l'avenir et qu'ils aient des dirigeants qui soient à la hauteur des missions historiques qui sont dévolues à un président de la République élue. Merci, Dr Maïga. Nous allons donc essayer d'entrer dans le vif du sujet. Nous avons retenu donc pour cette série de débats 5 thématiques et nous allons commencer directement par les questions de défense et de sécurité. Je vous rappelle que le chrono est en marche et que vous avez chacun 2 minutes pour répondre à chacune des questions sur ce chapitre, le chapitre donc défense et sécurité. La première question, le pays fait face à la menace terroriste depuis des années maintenant et pour lutter contre cette menace terroriste, la communauté internationale est au chevet du Mali. Nous avons donc la présence de forces internationales chez nous parce que notre armée est donc en reconstruction. Quel temps et quels moyens vous donnez-vous pour remettre sur pied cette armée, pour bâtir une armée capable d'assumer sa fonction de défense de l'intégrité du territoire national? Docteur Maïga. Merci beaucoup. J'ai l'habitude de dire que ce que notre peuple vit depuis 2012, ce que notre armée vit, c'est la conséquence de la trahison de notre armée, de notre peuple par l'élite dirigeante. Il n'est pas acceptable que des soldats maliens tombent chaque fois parce qu'ils sont mal équipés, parce qu'ils sont mal entraînés. C'est pour cela que mon premier objectif, si je suis élu président de la République, j'ai indiqué que pendant les 6 à 12 premiers mois, l'essentiel de mon énergie va être consacré au redressement de l'armée. Parce que l'armée, pour moi, c'est la colonne vertébrale de la nation. Et je ne connais pas dans l'histoire de l'humanité et sur cette planète Terre une rébellion qui a fini, qui a pris fin uniquement parce qu'on lui parle. Donc je vais travailler à changer le rapport des forces militaires sur le terrain. Je vais travailler en donnant l'exemple. L'État malien doit donner l'exemple. Les dirigeants doivent donner l'exemple. Le discours de la vérité. Arrêter la prime à la rébellion, la prime à la violence. Faire en sorte que les Maliens soient réconciliés et faire comprendre aux Maliens que la rébellion n'est que l'affaire d'une minorité qui en impose à tous les Maliens, y compris les Touaregs et les Arabes, qui sont les premières victimes. C'est eux qui sont dans les camps de réfugiés. C'est eux qui sont victimes des répressions. C'est eux qui sont victimes des représailles. Et donc, il faut redonner confiance à ce peuple dans son entièreté. Et pour cela, il faut une armée digne de ce nom. Il faut inverser le rapport des forces militaires sur le terrain. C'est ça la première mission. Et parallèlement, travailler à réconcilier les Maliens. Alors, combien de temps vous donnez pour rebâtir une armée capable de défendre le territoire national? J'ai un mandat de 5 ans. Je consacrerai la première année pour redonner confiance aux Maliens et que les rapports des forces soient changés totalement sur le terrain et prendre la voie de la réconciliation. Monsieur Kane. Bien, sur la question, j'ai compris par mon collègue que l'armée a été mise à mal par une élite politique.
Et comme à l'introduction, j'introduisais que je fais partie de ces candidats qui voudraient bien bouleverser cet ordre politique dont je m'inscris dans le changement. Une armée a pour mission régalienne de protéger la nation. Et nous savons que notre armée n'a jamais failli en cela avant 2012. Et que jusqu'à cette date, à ma connaissance, aucun mètre carré ne lui échappait pas. Cela ne veut pas dire que c'est en 2012 que tout s'est gâté. Ça a pris date à un moment donné dont je n'ai pas le repère. Une armée, c'est des hommes et du matériel. Et nous savons qu'aujourd'hui, les deux manquent pour notre pays. Une armée, ce n'est pas pour lutter contre une rébellion seulement. Une armée, c'est pour dissuader toute force hostile à la nation. Et aujourd'hui, notre pays, malheureusement, ne peut pas y faire face avec l'armée que nous avons. Et il faut la reconstruire. Cette reconstruction est en train de se faire. Nous avons la loi d'orientation de programmation militaire qui est souveraine, qui a été une action prioritaire. Et j'entends continuer cette même loi de programmation. Quelque chose qui a été gâté des années durant, il faut se dire la vérité, on ne peut pas le rétablir en un clin d'œil. Et moi, quant à moi, je voudrais rapidement continuer à faire cette formation humaine et équipement, de manière à ce que notre armée retrouve sa force d'antan, sa capacité d'antan de protéger le territoire total. Alors, si vous me parlez de délai, le mandat présidentiel de 5 ans, je pense que notre armée peut, dans 2 ans raisonnablement, retrouver et reconquérir le territoire national pour que les forces étrangères qui ne sont qu'un appui puissent mettre fin à leur mission dès lors que nous arriverons à retrouver la cohésion sociale et à retrouver notre territoire national. Docteur Touré. Oui, comme vous le savez, on ne peut pas gagner une guerre par les armes seulement. Le problème se trouve dans la pauvreté dans notre pays. Il faudra attaquer le mal à la racine. Donc non seulement former et équiper une armée, mais aussi s'assurer qu'il y ait un service social et une justice sociale dans le pays. Et donc le développement économique de toutes les régions s'impose dans notre pays et cela va de soi avec la formation et l'équipement de nos armées, mais il faut négocier. Dans les 100 premiers jours de ma prise de fonction en tant que président de la République, j'organiserai une conférence de réconciliation nationale pour amener les Maliens à se retrouver, parce qu'on a perdu notre âme aujourd'hui. Les Maliens sont divisés du nord au sud, les Maliens sont divisés à l'est, à l'ouest et du centre, mais les Maliens de l'intérieur et ceux de l'extérieur, il faut réconcilier les hommes et les femmes de ce pays-là pour qu'on se retrouve entre frères et sœurs. Et nous avons une tradition. Nous avons des traditions très, très ancrées dans notre société, ce qu'on appelle le Sinanguya. Nous avons des chefs traditionnels et des leaders religieux qui peuvent tous être impliqués dans le processus de paix. Et cela, il faudra ramener les hommes ensemble pour pouvoir faire cela. La guerre, encore une fois, ne peut se gagner qu'autour d'une table. Ok. Alors, combien de temps vous donnez-vous? Vous avez encore quelques secondes pour remettre sur pied une armée capable de défendre le territoire national. La formation de l'armée a déjà commencé. Il va falloir l'accélérer durant la première année. Une année, il faut que l'année 1, on a commencé toutes les questions, qu'on puisse atteindre les objectifs fixés au bout d'un an. Merci, Docteur Touré. Docteur Touré, on va rester avec vous autour toujours de la thématique défense. Le futur de la nouvelle armée du Mali est dessiné dans l'accord pour la paix et la réconciliation. Si on se réfère à ce document, la nouvelle configuration de l'armée, ce sont les forces armées reconstituées. Est-ce que vous, futur président de la République, vous fondez de l'espoir sur cette configuration avec l'intégration d'ex-rebelles, si l'on sait que par le passé, des tentatives comme celle-là ont échoué? Comment vous allez vous y prendre pour éviter ces velléités sécessionnistes encore une fois? Vous savez, nous avons eu des cas historiques très pénibles en Afrique du Sud, par exemple au Rwanda, où
il y a eu la paix des braves, donc il va falloir ramener les gens. C'est pourquoi j'ai parlé d'une conférence nationale de réconciliation, une conférence nationale de débat sur toutes ces questions-là. Le problème qu'il y a eu avec l'accord qui a été signé, c'est que cet accord-là aurait dû être présenté à un référendum au lieu de que cet accord-là puisse imposer un référendum. Et donc, on a mis la charrue avant le bœuf. Je crois que si un référendum avait été proposé pour cela, on aurait accepté, et tout en discutant uniquement ces questions-là. Le référendum, malheureusement, qui a été proposé, a tenu compte d'autres sujets qui n'avaient rien à voir avec la réconciliation et la paix, et donc cela n'a pas marché. Et je pense très fermement que cette réconciliation doit tenir en compte toutes les forces qui étaient présentes dans les combats. Donc vous ne voyez pas d'inconvénient à l'intégration d'ex-rebelles, des gens qui avaient pris les armes contre le pays? Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Si ce sont des Maliens, il va falloir ramener la paix dans ce pays-là. Il y a un courage à faire. C'est pourquoi je parle de la paix des braves. D'accord. Quel garde-fou, il reste encore un peu de temps, quel garde-fou quand même pour éviter que de telles situations se produisent? Évidemment, le garde-fou, c'est régler les problèmes économiques de la population. Qu'est-ce qui a amené les hommes et les femmes de ce pays à se rebeller? C'est un problème tout simplement économique. Il y a la pauvreté dans ce pays, la pauvreté qui gangrène ce pays. Et quand on le dit, des hommes comme moi, on se présente comme candidat aujourd'hui tout simplement parce que nous avons sonné la sonnette d'alarme à chaque fois en disant que ça ne va pas dans le pays. Il y a un développement économique qui est nécessaire dans le pays et on ne nous écoutait pas, on nous prenait pour des opposants. Eh bien alors, on s'est présenté pour pouvoir régler ces problèmes nous-mêmes. Monsieur Kane, la même question, 2 minutes pour répondre. Bien, je pense que, contrairement à mon collègue, et ce que j'approuve en disant que mon autre collègue à droite, en disant que la rébellion, c'est une affaire d'une poignée de personnes qui manipulent toute une communauté. Ça, je suis parfaitement d'accord. Je ne pense pas que la pauvreté puisse justifier qu'on puisse s'attaquer à sa nation. Nous ne sommes pas plus riches hier qu'aujourd'hui. Chaque nation prospère. Ça voudrait que si des années durant ou quelques décennies durant, il n'y avait pas cette récurrence de la rébellion, ce n'était pas dû forcément à la pauvreté. Je pense bien que cette rébellion, si nous devons faire un diagnostic au niveau gouvernance, elle tire beaucoup plus une raison dans la gouvernance lorsque les populations se sont senties frustrées, se sont senties où l'administration se sert d'elle plutôt que de servir. Alors, donc, lorsque vous parlez d'armée, moi, je suis parfaitement partisan qu'il faut faire la guerre pour tous ceux qui sont hostiles à l'État. Je veux dire par là les terroristes. Maintenant, quant à l'intégration de l'armée, il faudrait qu'on arrête d'infiltrer, de parler un peu de sectarisme ou de race au sein de l'armée. Oui, tous ceux qui seront intégrés sont des Maliens, mais l'armée a la latitude de déployer tout citoyen dans l'armée, dans n'importe quelle région, sans pour autant que ceux qui sont intégrés, qui sont issus de la rébellion, ont toujours demandé à servir dans leur zone et leur intégration devait être compte mentalement dans l'esprit qu'ils peuvent être déployés partout et que d'autres personnes peuvent être déployées dans d'autres zones. Donc nous mettons fin à cette particularité d'être déployés dans la zone d'origine et qui peut justifier la récurrence de ces rébellions. Malheureusement, le temps... Voilà, docteur Maïga, autour de la même question. Merci toujours. Beaucoup. J'ai indiqué plusieurs fois que mon intime conviction, c'est qu'aussi longtemps que les rapports des forces sur le terrain militaire n'aura pas changé, nous n'aurons pas la paix. L'intégration des anciens rebelles dans l'armée doit s'accompagner ou doit être précédée par un changement structurel dans l'équipement, l'organisation, le commandement dans l'armée, pour que, une fois que ces intégrés auront été faits à partir d'une politique de discernement, il ne s'agit pas de venir remplir l'armée de toute personne qui veut être recrutée. Une fois qu'on l'aura fait avec discernement, il faut qu'il y ait une force de dissuasion pour que personne ne pense sortir de l'armée, reprendre les armes et trouver gain de cause.
Ça, c'est la première garantie. Maintenant, il est important que dans le processus de réconciliation, nous faisons en sorte que les citoyens maliens qui ont été entraînés par les mouvements séparatistes et les mouvements rebelles dans la rébellion contre l'État malien puissent retrouver confiance eux-mêmes, pour qu'ils puissent être des citoyens pleins, avec les pleins droits, et que ces citoyens ne craignent rien d'autre que de servir leur pays. Une fois qu'on aura ces deux situations, je pense qu'on peut aller de l'avant et l'État peut en ce moment se consacrer aux questions de développement, aux questions de développement économique, social et culturel. Je reviens encore pour terminer, le temps est en train de filer très vite. Il faut nécessairement que les militaires, les rebelles, la population malienne, tout le monde se convainc que nous avons une armée qui est capable de dissuader n'importe qui veut mettre en cause la sécurité des personnes et des biens sur le territoire malien. Quand cela est fait, on peut tout faire entre nous. Mais celui qui sort de cela pour en imposer aux citoyens, il faut qu'on ait une force capable de le dissuader. Merci, messieurs les candidats. Je vous propose que nous passions maintenant aux questions de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Vous avez chacun 2 minutes pour répondre aux questions qui vous seront posées également sur ce chapitre. Pour amener la paix donc, au nord du pays, un accord a été signé. Alors, cet accord est en cours de mise en œuvre. Que ferez-vous de cet accord pour la paix et la réconciliation nationale? Que ferez-vous de l'accord ou que ferez-vous pour booster la mise en œuvre de l'accord si autant et que vous voulez le garder? On va commencer cette fois-ci par M. Kane. Bien. L'accord nous offre la particularité que nous devons saisir. Le monde entier, la communauté internationale, y compris l'Afrique entière, je parle de l'UA, la CEDEAO, reconnaissent tous à l'unanimité l'indivisibilité de notre pays. Donc, ce qui donne déjà une porte de dialogue. Je ne connais pas les raisons qui ont piétiné cette négociation depuis 2015 où l'accord a été conclu et signé. Je voudrais bien qu'on fasse la différence entre ceux qui sont les vrais républicains partisans de la République et ceux qui utilisent l'accord comme garant ou comme paravent et se cacher derrière et continuer encore à s'aimer le trouble ou à jeter un regard sur les semeurs de trouble. Je veux dire par là que ceux qui sont dans l'accord, qui montrent leur bonne foi et que je serai disposé à œuvrer pour que les conditions qui ont justifié une rébellion, si c'est des conditions de gouvernance, cela puisse être résolu rapidement par ce changement de système de gouvernance et de mentalité dans notre pays. Et quant à la négociation, vous savez, nous avons un pays ami, voisin, qui a été tout le temps chef de file de cette négociation. Acceptons de se discuter en toute bonne foi. Nous ne devons pas accepter qu'en Afrique encore, des rébellions dans un pays puissent encore trouver un séjour et refuge quelque part sur le continent. Donc, si nous devons combattre le terrorisme, nous devons être de bonne foi et chacun doit s'engager à le faire. Alors, si ça ne marche pas, ben, je suis disposé à ce qu'on transpose le chef de file de cette négociation ailleurs, dans un pays dont je considérais peut-être beaucoup plus neutre, parce qu'il n'a pas de frontières avec notre pays, et n'a pas beaucoup de double nationalité avec la plupart de nos compatriotes. Merci, M. Kane. Votre temps de parole est épuisé. Dr Maïga. Merci bien. Je pense que si on fait un pas en arrière, vous vous souviendrez que l'accord a été signé par deux partis, entre deux partis, la rébellion et le gouvernement. Les rebelles ont signé l'accord en réalité du bout des doigts, sous la pression de la communauté internationale. Ça, c'était connu de tout le monde. Le gouvernement est allé à cet accord ayant perdu toute la situation militaire au nord et à Kidal. Donc ces deux partenaires en réalité qui ont tous adhéré à l'accord, beaucoup plus sous la pression de la communauté internationale que par conviction. Il faut donc considérer l'accord comme une étape. L'accord n'est pas la finalité, l'accord c'est un processus. Une fois qu'on rentre dans ce processus, il faut poser un certain nombre d'actes qui rendent irréversible le processus. Premièrement, il faut désarmer les rebelles, tels que l'accord de Ouagadougou. Tous les accords précédents l'ont prévu. Je ne crois pas que tant que les gens continuent à avoir les armes,
qui vont coopérer à la mise en œuvre de l'accord. Ils ont un pied dans l'accord le jour, la nuit, ils sont avec les mouvements terroristes. Il faut que cela s'arrête. Il faut que le gouvernement tienne le discours de la vérité vis-à-vis des rebelles, vis-à-vis des partenaires au développement. Il faut arrêter la prime à la violence et à la rébellion. Et enfin, il faut que notre gouvernement lui-même soit responsable, qu'il soit exemplaire dans son comportement. Parce que lorsqu'un gouvernement est mêlé dans des scandales tout le temps, finalement, il est discrédité et cela profite à la rébellion. Gouvernement exemplaire, discours de vérité, comprendre que l'accord c'est une étape, exiger le désarmement des rebelles, à partir de là, tout est possible. Qu'est-ce que vous ferez comme acte fort pour donner l'exemple, justement, comme vous le dites? Donner l'exemple, c'est d'abord tenir parole. Ce qui est dit pendant les élections, il faut le respecter. Ce qui est prévu, il faut le faire. Vous vous souviendrez que la dernière fois, l'accord de Ouagadougou a prévu des négociations engagées 60 jours après l'élection du président et désarmement des rebelles. Ceci n'a pas été fait. Voilà les conséquences que nous vivons aujourd'hui. Merci, Dr Maïga. Dr Touré. Vous le savez, mes positions, je les ai exprimées depuis longtemps. J'aurais préféré que ces accords soient réglés entre nous Maliens ici. Il y a suffisamment de villes maliennes pour régler les accords. Mais nous avons toujours eu tendance à aller régler nos problèmes ailleurs. Pendant l'accord d'Alger, ce n'était pas un dialogue, c'était des monologues. Et le gouvernement a négocié cet accord avec le couteau sur la gorge en position de faiblesse. Ceci dit, un accord est un accord signé devant une communauté internationale doit être respecté, je le respecterai, et si on applique toutes les règles de cet accord-là, il doit y avoir un désarmement des factions rebelles, et le gouvernement a des actions à faire aussi, et toutes les parties ont traîné les pas, parce qu'il n'y avait pas de confiance. Il faut rétablir la confiance entre les différentes parties. Et il faut attaquer le mal à la racine. Vous savez, les pays n'ont pas d'amis. Les pays n'ont que des intérêts. Et nous devons, dans nos relations avec nos voisins, dans les relations internationales, s'assurer que seul l'intérêt du Mali est assuré. L'accord dont nous parlons aujourd'hui a un avantage, c'est que dans son article 1er, déjà, il s'adresse à la question de l'unicité du Mali, de l'indivisibilité du pays. Cela, pour moi, est un must. Cela doit se faire. Et donc, à partir de cela, je crois que tout le reste est négociable. Et donc, j'appliquerai cet accord-là, malgré le fait que j'aurais voulu qu'il soit signé dans un cadre meilleur, avec les Maliens ensemble pour le faire. Et nous pouvons mettre à profit nos communautés religieuses et traditionnelles pour qu'ensemble, la chefferie traditionnelle, pour qu'ensemble nous puissions encore aller mieux dans ces accords-là. Ok. Cohésion sociale et réconciliation nationale, docteur Touré, on va rester avec vous. Vous n'êtes pas sans savoir que le vivre ensemble, le légendaire vivre ensemble au Mali est mis à mal dans le centre du pays, avec ces violences intercommunautaires et ces lots de victimes. Vous, une fois président de la République, comment vous allez vous y prendre pour que Peul, Dogon, Bambara, Bozo puissent vivre sereinement dans cette localité-là, comme ils ont eu à le faire par le passé? Écoutez, depuis l'indépendance du Mali, chaque année, à la même période, ces violences se sont passées. Il est temps que nous analysions les causes et qu'on s'attaque aux racines du mal. Eh bien, cette crise se passe chaque année au mois d'avril-mai, pendant la période de soudure, où il n'y a pas de nourriture pour le bétail, la période de transhumance de notre cheptel. Et donc, il est temps que nous sachions qu'il y a des corridors de passage à faire, des espaces à régler, à mettre en place pour qu'il y ait des points d'eau, pour que les Peuls et les Bambara, d'une part, ou les Peuls et les chasseurs n'aillent pas à se battre chaque année. Et je pense que le gouvernement doit mettre tout en œuvre, les investissements nécessaires. Aucun investissement n'est trop pour sauver même une seule vie humaine. Chaque année, ça se répète, alors que nous sommes, je l'ai dit et redit, nous sommes le premier producteur africain de coton. Une partie de notre graine de coton est exportée avec le coton, alors qu'il sert d'huile, de savon et d'aliments bétail. Et nous importons non seulement de l'huile, on importe du savon et on importe aussi le lait en poudre, alors que nous aurions pu donner ça à nos régions, à ces régions-là, pour
pour alimenter notre bétail et pouvoir régler ce problème-là. Est-ce que vous pensez que c'est exclusivement un problème Peul, Bambara, éleveur Peul, agriculteur Bambara, ou c'est les mêmes le contexte sécuritaire n'a rien à voir dedans? Pour moi, c'est un problème économique. Le passage, la transhumance, les animaux doivent manger. Et le passage des animaux, pendant cette période-là, ils peuvent rentrer dans les champs des Bambara et des paysans. Et donc, il y a toujours la guerre. Et c'est la même période de l'année. Dites-moi si ça se passe jamais au mois de juillet ou bien au mois d'août. Non, cela ne s'est jamais passé depuis l'indépendance. Il suffit d'analyser. Ok. Monsieur Kane, sur la même question. Bien, je pense que le centre a été pourri, malheureusement, parce que le gouvernement n'y a jamais prêté attention, je veux dire, la gouvernance actuelle. Ce que mon collègue est en train de dire, ce n'est qu'éphémère. Ça n'a jamais atteint un tel niveau qui puisse justifier aujourd'hui la détérioration de la situation au centre du pays. Et le gouvernement n'a pas saisi l'occasion rapidement pour mettre à profit le talent de nos traditionnels, de nos chefferies, de nos leaders religieux, qui d'ailleurs l'ont alerté, puisqu'ils se proclament d'une religion. Et ce serait faire une part belle à des bandits en leur disant qu'ils sont djihadistes. Je crois que si le djihadisme est la foi, ce serait une insulte à une religion que nous avons depuis 1000 ans. Et ceci dit, le centre, on ne peut pas prendre l'arme malienne pour combattre des Maliens. Je crois que si ça a encore prospéré, c'est parce que l'impunité a trop duré dans notre pays où ceux qui ont causé ces crimes, nulle part nous n'avons vu la réaction de l'État pour mettre une justice en place. Quelle est votre recette? Alors, donc, ma recette, exactement ce que vous me dites, je vais rapidement mettre à l'œuvre ces leaders, ces chefferies traditionnelles pour qu'ils parlent aux populations afin que ce qui ne devait pas leur inculquer dans la tête puisse faire un lavage, si je veux dire par là, un cure de cerveau. En même temps, mettre parallèlement que l'État donne la justice aux citoyens. Que toute personne porteur d'armes dans un pays n'est autorisée que pour une armée. Alors, si un civil prend une arme et s'attaque à un village, qu'il soit puni avec la dernière rigueur, et c'est pour dissuader toute autre personne qui voulait le faire. Sans justice dans un État, on est dans l'anarchie, c'est le chaos. Alors donc, ce qui est en train de se produire, je prendrai les mesures drastiques qui consistent à mettre la justice en branle pour que les criminels puissent être jugés, éliminés, et enfin que les communicateurs puissent parler aux populations. Jamais d'armes pour combattre le propre citoyen. Docteur Maïga. Vous savez, un État suppose un peuple, un territoire, une souveraineté. Le peuple et le territoire existent. Le problème du Mali, c'est l'exercice de la souveraineté. Et ça, c'est l'État qui le met. C'est l'État qui a le monopole de la violence. C'est l'État qui doit faire, après la violence, le droit, comme les deux outils d'exercice de la souveraineté. La force et le droit. La force pour dissuader quiconque veut troubler l'ordre public, veut imposer la violence aux citoyens, et le droit pour protéger les citoyens contre toutes les forces hostiles. Ce qui se passe au centre, en réalité, c'est parce que l'État a disparu, l'État est incompétent, la crise était à Kidal, c'est venu à Gao. On ne pensait pas que ça venait à Mopti. Quand on ne l'a pas circonscrit à Kidal, on ne l'a pas circonscrit à Gao. Celui qui est le mentor de ceux qui ont imposé la violence, il avait été désigné imam de Konna, il est monté avec les terroristes en 2013, ils sont allés s'organiser et redescendre. Où était l'État en ce moment? J'affirme et je le dis, c'est de la responsabilité de l'État de laisser l'anarchie s'installer. Une fois que l'anarchie s'installe, tout est possible. Après, on cherche les responsables. Le premier responsable, c'est l'État qui n'a pas fait face au complot des terroristes. On le savait depuis 2015, qui se préparait à embraser le centre. Qu'est-ce qui a été fait? On est resté dans les discours, on est resté à distribuer des valises d'argent, à donner des cadeaux, à caresser les rebelles. Il faut que cela s'arrête, la force et le droit, et que les citoyens soient traités au même point d'égalité. Désarmer tous ceux qui sont armés illégalement et que l'État soit le seul détenteur du monopole de la violence. Voilà comment il faut faire. Et ensuite, accompagner
part les leaders religieux, les notables, toutes les personnalités qui ont une influence dans cette société doivent être impliquées. Mais il faut d'abord que l'État s'assume. Merci, messieurs les candidats. Nous passons donc aux questions d'éducation et de santé. Nous allons essayer ensemble de presser un peu le pas. Nous allons vous demander de répondre aux questions de ce chapitre en 90 secondes, 1 minute et 30 secondes. On va commencer par l'école. La principale critique formulée généralement à l'endroit de notre école, c'est qu'elle dispense, depuis de longues années maintenant, un enseignement jugé au rabais. Comment est-ce que vous comptez inverser la tendance si vous êtes donc élu président du Mali pour redonner à l'école malienne toutes ces lettres de noblesse? Monsieur Kane. Bien, notre école va mal. Quand je fais le regard rétrospectif dans notre système éducatif, j'ai été désagréablement surpris quand je faisais mon bac en 84 que je ne serais pas fonctionnaire aussitôt que j'aurais fini l'école. J'ai commencé à serrer la ceinture. Et d'ailleurs, depuis cette date, notre système éducatif n'a jamais été réformé. Ça, c'est comme tel, comme si nous devrions tous aller travailler dans la fonction publique. Ce qui fait que nos écoles ne forment que des bureaucrates. Nos écoles n'ont jamais formé des techniciens et qui, lorsque une économie se développe, a besoin forcément de compétences diverses qui ne sont pas forcément des bureaucrates. Et il faut, quand on ajoute à cela la primeur du privé sur le public dans l'enseignement des bases, et sans qu'aucun contrôle de l'État ne s'exerce sur la qualité ni leur présence, vous savez, cela ne peut donner que le résultat que nous avons aujourd'hui. Alors, pour résoudre, moi j'aurais un contrôle strict sur le fonctionnement qualitatif des écoles privées. Je vais faire en sorte que le contenu des formations soit adapté aux besoins du marché d'emploi. Je ferai une place prépondérante à la formation professionnelle, pas ce que nous voyons actuellement où c'est une manne d'argent qu'on injecte sans un résultat, mais en formant à des métiers concrets où celui qui a un document, il sait le faire. Merci, Dr Amadou Touré. Écoutez, l'école malienne va mal, mais l'école a été utilisée par les politiciens, je dirais mal utilisée par les politiciens, depuis la révolution de 90. Nous l'avons vu, les conséquences sont là. L'école est politisée et cela va mal. Et donc, on doit, tous ceux qui ont dirigé ce pays depuis 1990 ont continué à faire la même chose et cela ne peut pas continuer. L'école est un lieu pour la connaissance, c'est devenu un lieu pour avoir des diplômes aujourd'hui, pour acheter des diplômes. Et c'est la malgouvernance qui est à la base de tout cela. Et nous devons être fermes, avoir une gouvernance qui donne l'exemple et qui donne cette importance-là à l'éducation pour la connaissance. Cela veut dire éducation non seulement primaire, secondaire, mais l'éducation professionnelle et l'éducation supérieure. L'éducation professionnelle, la formation professionnelle est une des branches très importantes et l'éducation doit être synchronisée avec le système de l'entrepreneuriat afin que ça puisse mener à la création d'emplois. Ce que je vais finir par dire, c'est qu'il est temps que nous éjections certaines nouvelles matières, même dans le système éducatif, qui ne sont pas enseignées aujourd'hui, telles que l'intelligence artificielle, la programmation, qui feront de ceux qui ne le font pas aujourd'hui des analphabètes de demain. Votre temps de parole est épuisé. On passe au Dr Maïga. Je pense que la question fondamentale que les Maliens doivent se poser, c'est de quel genre d'école on a besoin. Ce que le gouvernement voit faire, c'est de faire l'école adaptée à nos réalités. Nos réalités, c'est quoi? Nous sommes un pays à vocation agro-silvopastorale. Nous sommes un pays où on a besoin de beaucoup d'écoles professionnelles pour que ceux qui sortent de l'école soient effectivement des produits pour le développement de la nation. Quand vous regardez aujourd'hui, les 80 à 90% des universités, des écoles, ils sont dans les sciences sociales. Les sciences sociales, ce n'est pas là où on crée les richesses. Ça permet d'organiser la redistribution, l'organisation de la société. Mais là où on crée les richesses, il faut investir massivement là-bas. Aussi longtemps qu'on n'aura pas créé suffisamment de richesses dans le pays pour les redistribuer, on ne redistribue pas ce qu'on n'a pas.
Et donc ma priorité, c'est de repenser l'école conforme aux besoins du pays, l'école conforme aux besoins de développement du pays. Une école où on sort pour être dans le système de production. Soit on crée les richesses, majoritairement on doit être là-bas, ou être dans le système d'organisation de la redistribution et de la société. Voilà en gros ce que je peux dire en 90 secondes, parce que s'il faut parler de l'école, on peut passer toute une journée. Je voudrais m'en arrêter là pour ne pas épuiser le temps et me faire arrêter par les modérateurs. Merci bien. D'accord. Nous avons donné aussi, messieurs les candidats, la possibilité à des citoyens maliens de vous poser directement des questions. Et nous allons prendre l'une de ces questions qui porte donc sur l'école. Moi, c'est So Oumou. Je fais la première année à la FAST. Quand le candidat viendra ici, quand notre candidat au pouvoir, le candidat sera au pouvoir, est-ce qu'il sera en mesure d'avoir une solution pour l'éducation? Parce que c'est la base, je dirais. En général, quand on quitte les lycées, on a une certaine idée sur le cursus scolaire qu'on peut faire. Mais arrivé à l'université, nous sommes un peu découragés face à ça. On a besoin d'une solution vite fait, quoi. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ces conditions-là. On veut étudier, mais on n'a pas assez de moyens. Parce qu'on ne peut pas seulement se dire qu'il y a d'autres qui font l'université privée et tout. Non, non, non. On a besoin d'occasions concernant l'université publique aussi. Voilà, des étudiants découragés par le manque de matériel, on va dire d'outils pour apprendre dans les universités. Qu'est-ce que, en tant que candidat, vous pouvez répondre, promettre à cet étudiant, à cette étudiante? Docteur Maïga. Ce que je viens de dire, c'est la question fondamentale. De quelle école nous avons besoin? Vous savez, un jeune qui a le bac, en réalité, il a le choix entre la facilité souvent. Les gens vont tout le monde dans les sciences sociales, on n'a pas besoin de beaucoup d'efforts pour avoir les diplômes. Ou aller dans des sciences pointues, on a besoin de beaucoup d'efforts pour finir à avoir un diplôme et être immédiatement productif. Mais les jeunes, il faut que l'État les aide, il faut que l'État les aide à les orienter. Si vous laissez un jeune qui a 18 ans, qui regarde juste les médias, il est fasciné par certaines professions, ne sachant même pas que ces professions n'ont pas débouché dans la société. Mais il faut qu'il soit guidé, qu'il soit conseillé par l'État. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, il faut que l'État crée des structures. Je viens de dire qu'on a besoin d'écoles professionnelles. Vous savez, quand les candidats viennent depuis 1991, ils multiplient les lycées, ça plaît aux députés. Pour faire un lycée, vous avez besoin de 300 à 400 millions, mais une école professionnelle, une seule machine-outil peut faire 500 millions. Or, c'est de là qu'on a besoin. Il faut investir dans la formation professionnelle. Il faut faire en sorte que les écoles agricoles, je ne vois pas comment quelqu'un peut quitter l'IPER et venir chômer au Mali. On est un pays par vocation agricole, parce qu'on a créé la mentalité de fonctionnaire. Pour chez nous, pourquoi je dis de quelle école on a besoin? On pense qu'on va à l'école pour être fonctionnaire. Il faut enlever ça de la tête des enfants et leur donner des perspectives, les guider comme un bon père de famille. C'est ça le rôle du gouvernement. Merci, docteur Maïga. Monsieur Kane. Ces jeunes, comme quand c'était mon temps aussi, ont besoin d'informations avant de se lancer dans l'achat du diplôme. Formation sur les filières porteuses d'avenir, sur les diplômes porteurs d'emploi et de carrière qu'ils peuvent embrasser. D'office, je promets de créer un centre d'information des jeunes, un CIDJ. Et en réponse à la question de la jeune demoiselle, je suis député de l'Assemblée nationale. J'ai été intrigué. Chaque année, il y a 18 milliards qui sont inscrits en bourse. Sur 5 années, ça fait 50 000 étudiants à raison de 30 000 par mois. Donc, au pif comme ça. On ne sait même pas si cet argent, ou comme si l'effectif ne changeait pas. Alors, vous savez, on a tous ces problèmes-là qu'il faut régler à l'école, sachant que lorsque nous faisons une bonne gouvernance, on peut orienter ces fonds détournés de leur essence normale pour mieux équiper l'école, pour même faire amener des professeurs de qualité, former une grande masse de nos jeunes afin qu'ils puissent aboutir à une formation qualitative répondant aux besoins du marché et aux normes universels pouvant être embauchés chez nous comme s'ils peuvent être embauchés ailleurs dans la sous-région comme dans d'autres pays ou sur d'autres continents. Et le problème de l'école sera résolu lorsque
la gouvernance va s'améliorer et que nous allons faire économie de tout le gaspillage qui se fait actuellement dans la gestion des financements injectés dans l'école. Sachez qu'il y a l'école est le troisième budget de l'État. Et si l'État fait un effort, malheureusement, ce n'est pas bien utilisé à bon escient. Merci, Dr Touré. La malgouvernance, évidemment, c'est ce qui a détruit notre école. L'école doit être dirigée vers la connaissance qui, enfin, va être dirigée vers la création d'emplois. L'objectif d'apprendre, c'est de pouvoir produire et s'enrichir plus tard. Nous avons depuis longtemps mis l'accent sur la lutte contre la pauvreté au lieu du développement des richesses. L'entrepreneuriat doit être mis en place et même enseigné à l'école, et une synchronisation entre le système d'enseignement et le système professionnel doit être mise en place par le biais de stages dans les entreprises, par la création de petites et moyennes entreprises et par la création d'une culture d'entrepreneuriat. Cela va avec des programmes de financement afin de donner l'espoir à ceux qui sont en train d'étudier. Quand vous mettez un programme de financement pour des petites et moyennes entreprises, des start-up, moi je suis dans les technologies de l'information et de la communication, c'est le plus grand pourvoyeur d'emplois. 2/3 des nouveaux emplois dans le monde entier sont dans les technologies de l'information et de la communication. Au Mali, nous avons les cerveaux nécessaires pour ça. C'est le seul domaine qui n'a besoin d'autres ressources que le cerveau humain, et on en a plein ici. Et donc, nous devons former nos hommes et nous assurer que l'enseignement va vers la création d'emplois. Malheureusement, votre temps de parole est épuisé. D'accord. Une question à réponse rapide. Réponse rapide, 30 secondes, on va poser à tous les candidats. Mais pour la poser, peut-être on va faire référence à ces citations qu'on trouve dans la sagesse malienne. Ici au Mali, on a l'habitude d'entendre que les pintades regardent celles qui les guident. On entend également que le poisson pourrit par la tête. Est-ce que le futur président de la République que vous pourriez être accepterait que ses enfants, sinon ses petits-enfants, fassent tout leur cursus ici, en République du Mali? Vous savez, 30 secondes. Je l'ai toujours dit, dans le manifeste que j'ai publié, il y a un problème de leadership, de malgouvernance. Il y a une injustice sociale ici et une impunité qui fait que aucun des programmes jamais mis en place n'ont jamais pu marcher. Et donc, tant que, vous le savez, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Angleterre complètement détruite, le Premier ministre de l'époque, Winston Churchill, a dit qu'il avait un système judiciaire fort et que le pays va se remettre sur les pieds. Et c'est ça qu'il faut au Mali. Il a 30 secondes. Vous n'avez pas répondu à la question? Non. Monsieur Kandé, 30 secondes. J'espère que, en venant ici, je me disais que vous aurez des bonnes questions pour mes réponses. Merci, M. Touré. Monsieur Kandé. Mais 30 secondes. Lorsque moi j'accéderai à la magistrature suprême, mes enfants actuellement étudient à l'école malienne, continueront à y étudier, ils vont étudier au Mali. Et pour particularité, je le dis clairement, j'avais une partie de mes enfants qui ont fait l'école française, à Bamako ici. Mais c'était un pincement au cœur parce que je n'ai pas la gouvernance, je n'avais pas beaucoup le choix. Et je le dis ici, seuls les étrangers sur notre pays peuvent faire enseigner leurs enfants ailleurs qui n'est pas le système malien. Celui qui donne le plaisir de le faire, il paiera la scolarité des autres Maliens pauvres, à savoir, il paiera un impôt sur les scolarités de ses enfants qui paient à l'étranger. Est épuisé, docteur. Donc c'est pour vous donner ma primauté Maïga, sur l'école malienne, parce que c'est nous qui allons le construire. On a épuisé le temps, M. Kané, malheureusement. Docteur Maïga. Ce qui plaît à l'opinion, c'est de dire, oui, tous mes enfants seront là. Vous savez, le rôle du président, ce n'est pas ce genre de réponse. Le président doit faire en sorte que l'école marche pour tout le monde, y compris lui-même et tous les autres. J'avais expliqué ici qu'il faut d'abord se poser la question de quelle école on a besoin. Deuxièmement, déterminer les filières dans lesquelles on doit étudier pour créer la richesse dans le pays, pour que le pays se développe. Lorsque le pays se développe, tout le monde a les moyens, ils n'ont pas besoin d'aller à l'étranger. Merci bien. Et pas de réponse à la question là. Ok.
Passons aux questions santé. Beaucoup de Maliens pensent que le système de santé dans notre pays est à deux vitesses. Les cliniques pour les riches et les files d'attente dans les structures publiques pour les pauvres. L'accès égal, l'accès de tous à la santé au Mali. Comment est-ce que vous comptez l'assurer si vous êtes élu président de la République? Monsieur Kane, pour commencer. Bien, d'abord, nos structures sanitaires ne sont pas à un niveau satisfaisant, admettons-le. Et lorsque ce déficit est décrié par les populations, les usagers, il faut le rétablir. Et je procède par deux manières. D'abord, améliorer le plateau technique des hôpitaux. Augmenter l'investissement à l'endroit des populations, je veux dire décentraliser les structures sanitaires comme les CESCOM, accentuer cela. Et le comportement surtout du personnel hospitalier est mal apprécié par les usagers, par les patients. Je crois que dans ce domaine, il faut qu'il y ait un contrôle assez rigoureux de l'État. Je ne parle pas de l'inspection classique que nous connaissons, parce que toutes ces méthodes-là ont atteint leurs limites. Il faudrait que les professionnels aient à l'esprit qu'ils viennent soigner un malade et non pas venir soigner un riche ou un pauvre ou une ethnie. Et donc, si cela peut être un chemin de gouvernance, je pense que cela permettra aux populations de bénéficier d'un service et non pas d'être ciblées par le personnel traitant. Et cela, c'est très important, où il y a beaucoup plus de déficits dans nos hôpitaux. Alors, couverture maladie générale, il y a des solutions qui sont déjà proposées législatives. Je pense qu'on va explorer cette voie si nous pouvons faire pour l'ensemble de la nation, mais je ne m'engage pas pour l'instant. Docteur Touré. Oui, il faut d'abord commencer par relever le niveau de salaire. Ce n'est pas pour les médecins seulement, mais pour toute la société malienne. Avec des salaires aussi bas, on ne peut pas arrêter la corruption. Et il faut le faire d'abord, que ce soit les enseignants, toutes les catégories professionnelles, il faut augmenter les salaires. Évidemment, pour augmenter les salaires, il faut arrêter la corruption. Et c'est un cycle infernal. Il faut savoir prendre des décisions et l'arrêter et faire cela d'abord. Parlons du système de santé où on a des jeunes médecins qui sont encore au chômage pour un pays où il y a plus de 200 000 personnes pour un seul médecin. Nous avons nos médecins qui vont à la retraite à l'âge de 62 ans, alors que les médecins peuvent aller jusqu'à 70, 75 ans, même dans les pays riches. Et donc, il va falloir revoir tout ça. Nous allons aussi nous assurer qu'il y a une culture de santé, à savoir l'accès à l'eau potable, une prévention d'abord, l'accès à l'eau potable. La plupart des maladies, des mortalités infantiles sont dues au manque d'eau potable dans nos zones rurales, ici même à Bamako d'ailleurs. Mais aussi, il faut surtout s'assurer que le leadership donne l'exemple. J'ai dit toujours, je l'ai dit et redit, il faut arrêter d'envoyer l'élite se soigner à l'extérieur du Mali. S'il soit se soigner ici, cela donnera l'exemple et ça donnera l'opportunité pour que la population en bénéficie pleinement. Qui pour obliger l'élite à se soigner ici? Évidemment, le chef doit montrer l'exemple. Docteur Maïga. Merci bien. Vous savez, la santé est comme tous les autres secteurs dans notre pays. De même qu'on a parlé de l'armée qui est malade, que de la mauvaise gestion, la santé, c'est la même chose. Il s'agit donc pour le nouveau président, sachant que tout est prioritaire, d'identifier par quoi il doit commencer. Je commencerai d'abord par un traitement adéquat du personnel sanitaire. Deuxièmement, du personnel de santé. Deuxièmement, améliorer le plateau technique. On ne peut pas accepter que l'hôpital Gabriel Toulé manque d'un scanner qui coûte à peu près 500 millions ou 600 millions et que dans un seul voyage d'un chef d'État à l'intérieur d'une région, on dépense 600 millions. Il faut inverser cette tendance-là. Et enfin, faire en sorte que la politique des médicaments essentiels, pour que le plus grand nombre puisse avoir accès à ces médicaments, puisse être développée. Et enfin, étendre partout les centres de santé communautaire, rapprocher la santé des populations pour leur permettre de vivre les réalités des populations. Et c'est pour cela que je m'engage, et je le dis, si je suis élu président de la République, tous les sortants de l'école de médecine, aucun d'entre eux ne va chômer, parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils chôment. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de volonté politique. J'en ai terminé. La qualité de la formation? Tout cela est lié. Je viens de dire de quelle école nous avons besoin.
nous avons besoin d'une école professionnelle, des médecins bien formés. L'école de médecine forme des médecins de qualité. Mais une fois qu'ils arrivent dans les structures, il faut qu'ils trouvent de l'équipement. Il faut qu'ils soient bien payés. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Kane. C'est la même question. Oui. Bien, je vous remercie parce que j'ai beaucoup à dire. Je disais que je ne m'engage pas pour une assurance globale universelle parce que, à ma connaissance, les finances publiques ne sont pas à mesure de le couvrir. Mais j'ai beaucoup d'égards de respect pour notre médecine traditionnelle et qui d'ailleurs, la médecine botanique est à la mode. Nous réunissons à faire recours à cette médecine. Or, des pays beaucoup plus nantis que les nôtres l'ont tellement valorisé que ça a des vertus et ça a un coût beaucoup plus acceptable dans le pays. Alors donc, parallèlement à la médecine moderne, nous allons soutenir cette médecine traditionnelle afin qu'elle puisse faire sa transition à une médecine moderne, mais tout en restant botanique, qui permettra encore d'alléger le coût de la santé dans notre pays, sachant que si encore nous avons un déficit sanitaire, beaucoup est lié au coût. Parce que l'accès aux médicaments coûte cher, ils ne sont pas fabriqués chez nous. Même si nous donnons le service, il faut du produit pour soigner. Alors donc, nous pouvons améliorer cela en organisant nos tradithérapeutes pour que nous puissions tirer meilleur profit des vertus de ce moyen de traitement. Vous soignerez au Mali si vous êtes élu président en tant que président de la République? Je suis déjà soigné au Mali. Je ne vois pas pourquoi j'ai pas de risque d'aller multiplier encore les connaisseurs de mon état de santé. Je resterai avec mon médecin traitant au Mali ici. D'accord. Je vous propose que nous passions aux questions de développement rural. On va commencer par la question de l'autosuffisance alimentaire. Vous allez essayer, c'est ce qu'on vous demande, de répondre à ces questions en 1 minute, 60 secondes donc. Nous avons un potentiel agricole qui ne fait l'objet d'aucun doute, qui est vanté d'ailleurs tout le temps. Rien que l'Office du Niger avait vocation donc à être le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Comment comprendre que le Mali, dans cette situation, importe toujours comment dirais-je, des céréales? Et que ferez-vous pour inverser la tendance si vous êtes élu président de la République? Commence par vous. Bien. Sur la question agriculture, nous devons être le grenier de l'Afrique comme cela était une autre vocation d'antan. Il faut rappeler ici que l'Afrique a les 2 tiers des terres arabes. Le reste du monde n'en a que 1 tiers. Et malheureusement, nous ne sommes que 1 milliard en Afrique et le reste du monde, 6 milliards, continue à nous nourrir. Ce qui est un paradoxe terrible. Nous travaillons 4 à 3 mois dans les champs hivernales pour pouvoir nourrir pendant 12 mois. Ce paradoxe, c'est pas possible. Alors, ce qu'il faut faire, il faut faire cette migration, de manière à ce que l'agriculture puisse travailler les 12 mois de l'année lorsque l'agriculture le voudra. Et dans mon programme, c'est cette investissement massif qu'on va faire dans l'agriculture pour aménager les espaces agricoles, pour équiper l'agriculture, plutôt que de se limiter aux seules subventions accordées pour l'instant à l'engrais, et dont je trouve qu'il y a beaucoup plus de corruption dedans que de bénéfices pour l'agriculture qui ne peut pas booster l'agriculture tel que je le souhaite. Encore pour terminer, nous n'avons pas à importer, nous n'avons pas à solliciter l'aide alimentaire. Nous en avons suffisamment les moyens naturels pour y parvenir. C'est une volonté politique. Quand je serai président, je promets que dans 2 ans, il n'y aura pas un sac de riz qui sera importé au Mali. Ça, je le dis ici, c'est noté. D'accord. 1 minute 30, donc on va, parce que M. Kane a assez débordé, on va donc revoir la durée de cette question à 1 minute et demie. Docteur Maïga. Merci bien. L'agriculture, après la défense, est ma priorité. Et pour réussir à faire du Mali un pays autosuffisant, il y a 3 axes majeurs. Le premier, c'est un investissement massif dans les aménagements hydro-agricoles. Les terres, l'eau doivent être disponibles. Deuxième axe, avoir une véritable politique d'accompagnement du monde paysan, qui n'est pas celui qu'on voit actuellement. Et veiller à ce que les paysans, effectivement, s'enrichissent. Parce qu'actuellement, ils s'appauvrissent, je vous le demande. Il y a 10 ans, lorsque 10% du budget d'État était alloué aux paysans, le cultivateur de coton, à la fin de la campagne, avait 255 francs. Aujourd'hui, on alloue
15%, dit-on, à la fin de la campagne, il a environ 253 francs. Donc ces revenus ont diminué. Si vous tenez compte de l'inflation, ces revenus en réalité c'est de 200 francs. Donc le paysan continue de s'appauvrir pendant qu'il y a une élite qui chante à la télévision, merci, on a 15%, les paysans continuent de s'appauvrir. Il faut donc structurellement mettre fin à ça. Et enfin, faire en sorte que, de façon structurelle, qu'on produit, qu'on transporte, qu'on transforme, qu'on commercialise dans notre pays. Tous ces secteurs, je vais veiller à ce que les citoyens maliens, l'agriculteur malien, le transporteur malien, le commerçant malien soient priorisés. Il y aura une approche intelligente pour protéger les intérêts de nos producteurs. Et non pas que les produits subventionnés par des grandes puissances viennent les concurrencer, les empêcher de réussir, la fraude et toutes les manifestations de corruption qu'il y a dans l'appareil étatique, il faut y mettre fin. Voilà ce que je prévois pour l'agriculture. Docteur Touré, sur les questions de sécurité, d'autosuffisance, de sécurité alimentaire. Eh oui, le Mali est un énorme chantier. Quand nous parlons de sécurité, il y a la sécurité physique évidemment, la sécurité sociale, mais aussi l'insécurité alimentaire qui est un problème. Nous n'avons pas eu de réforme agraire au cours des dernières années et cela est dommage. On continue à donner un tracteur à un paysan qui a un hectare et demi. Évidemment, c'est une sous-utilisation de ce tracteur. Il faudrait réformer notre système agricole et mettre des grands espaces. La région du lac d'Ebo contient plus de lacs que dans la région des Grands Lacs en Afrique centrale. Le Kénédougou, qui par son nom même, où on trouve tous les aliments frais, est une grande source d'alimentation pour le pays. Et si nous mettons en place une vraie structure agricole, le pays pourra être sauvé. C'est pourquoi, en tant que président, pendant la période du mois de juin, où il y a les semences, je passerai un long temps dans des régions comme Sikasso et Ségou, où nous avons des grands espaces agricoles. Et même les conseils de ministres se passeront là-bas, afin que, personnellement, en tant que président, je puisse visiter certains de ces lieux et voir les paysans eux-mêmes et savoir si réellement on a pris en compte leurs préoccupations. La thématique dans laquelle nous sommes, c'est le développement rural. On va rester avec vous, docteur Touré. Or, on sait, au Mali, le développement, il n'est pas du tout rural, il est plutôt urbain, puisque plus on s'éloigne des centres urbains, moins il y a de développement auquel on assiste. Vous, une fois président de la République, comment est-ce que vous allez vous y prendre pour endiguer, pour renverser cette tendance-là, résoudre cette fracture-là, en faisant en sorte que les jeunes de ces milieux ruraux-là puissent se maintenir dans leur terroir et ne pas converger vers les centres-villes, les centres urbains? Une très belle question. Je l'ai dit dans mon manifeste que je ferai en sorte qu'il y ait au moins une usine dans chaque zone, dans chaque région, pour le traitement au moins des produits locaux. Nous sommes dans la période des mangues aujourd'hui, où les mangues pourrissent dans la région de Ségou et Sikasso. Eh bien, il n'y a aucune usine de conditionnement de jus d'orange pour le pays. Nous importons le jus de mangue de certains pays voisins qui ne produisent pas, où les mangues ne peuvent même pas pousser. C'est la même chose à la période des pastèques. Et donc, nous avons les potentialités pour créer les opportunités pour que les paysans aient de l'emploi dans leurs propres régions. L'agriculture est un grand pourvoyeur d'emplois et en créant des usines, au moins dans l'agro-industrie, on peut aussi travailler non seulement avec les associations des jeunes, mais aussi les associations des femmes qui, dans les zones rurales, se battent tous les jours pour nourrir leur famille. Et donc, ce n'est pas les opportunités qui manquent. On n'a aucune opportunité de montrer des produits du Mali, ici au Mali. Et donc, cela est dommage. Ok. Monsieur Kane, comment développer réellement le monde rural? Mais, développer le monde rural, je pense que cette politique n'avait jamais été dans les politiques publiques dans notre pays. Il n'y avait aucune politique qui pouvait être attractive pour que les personnes issues de ces zones puissent être attirées sur leur terroir. Et c'est pourquoi nous avons vu l'éclosion de nos capitales, Bamako et les capitales régionales, par une urbanisation qui n'est pas digne d'une urbanisation actuelle. Alors, il faut
faire les investissements qui puissent attirer les ruraux dans les zones respectives. Ces premiers investissements, c'est l'électricité, c'est l'eau, c'est quelques infrastructures, accès entre les localités. Si vous voulez, le plan de développement quinquennal en matière de routes ne prévoit que de rallier les cercles aux routes nationales, en goudron d'abord. Et il n'est même pas prévu une connexion entre les communes et ces cercles en termes de pistes rurales. Donc c'est une catastrophe aujourd'hui lorsque pendant l'hivernage, des populations dans certaines communes, je parle de communes, je ne parle même pas de villages, doivent rejoindre un cercle. Et tous ces investissements devaient permettre de faire en sorte que les gens restent chez eux. Et en matière d'électricité, moi je suis de Baroueli, ma localité est faite par un privé. Quand tu prends Yelimane, ce n'est que cette année. Quand tu prends Kenyeba, Bla, Ansongo, toutes ces villes n'ont connu qu'un début d'électrification qui sont les seuls moyens pour pouvoir rendre la vie agréable, c'est la qualité pour que... votre temps de réponse. Docteur Maïga. Merci beaucoup. Au risque de me répéter, le développement de l'agriculture doit être vu du point de vue structurel. Il faut des investissements massifs dans les aménagements hydro-agricoles. Il faut une politique d'accompagnement du monde paysan. Il faut une politique de commercialisation de leurs produits. Il faut les protéger contre les produits importés frauduleusement ou qui sont subventionnés par d'autres États. Il faut enfin créer le minimum de confort dans ces zones-là, de manière qu'après les 4 mois que dure souvent la saison cotonnière, les jeunes puissent se livrer au maraîchage, ils peuvent faire d'autres formes d'agriculture de contre-saison, ils puissent commercialiser, vendre cela et vivre du produit de cette vente-là. Pouvoir transformer, qu'il y ait des usines de transformation dans les zones-là, de manière que les gens n'aient pas intérêt à quitter. C'est ça que j'ai expliqué dans la première réponse que je viens de dire. Je reviens là-dessus parce que pour moi, les deux questions se recoupent. Transformation structurelle, appui au monde paysan, création des conditions de confort pour les paysans, les protéger contre tous les spéculateurs, qu'ils soient de l'extérieur ou de l'intérieur, et faire en sorte que le président de la République que je sois, chaque année au moins 2 à 3 fois, va chez les paysans pour voir réellement comment ils vivent. Je n'attendrai pas la veille des élections pour faire des tournées dans le monde paysan. Je le ferai tous les 6 mois, je serai dans une zone pour savoir exactement de quoi les gens vivent. Merci bien. Merci, messieurs les candidats. Je vous propose que nous passions à un autre chapitre, le chapitre suivant donc de ce débat. Ce chapitre sera consacré aux questions de jeunesse, aux questions de citoyenneté, aux questions liées à la femme. Et nous allons commencer par le chapitre jeunesse avec les questions liées à l'emploi. Et nous allons demander à la régie de nous envoyer une question de citoyenne sur l'emploi. Moi, c'est Sako Moriwo. Moi, j'aimerais vous demander, est-ce qu'il peut amener des projets pour réaliser? Parce que la plupart des jeunes sont des chômeurs. Le taux de chômage est très élevé. Si le président peut trouver des solutions pour ça. Taux de chômage donc élevé, jeunesse désemparée qui souvent prend les routes de l'immigration clandestine s'ils ne vont pas tout simplement grossir les rangs des djihadistes. Alors, quelle solution avez-vous aujourd'hui pour le chômage des jeunes si vous êtes élu président de la République? M. Kane. C'est avec beaucoup de pincement au cœur qu'on entend ces discours récurrents cette détresse des jeunes en matière d'emploi. Il faut reconnaître, nous l'avons dit quand nous étions à l'éducation, que notre système éducatif n'est pas adapté au marché de l'emploi. Donc, ce qui fait accroître ce taux de chômage. Ceux qui ont un diplôme et ceux qui ne l'ont pas. Parce qu'il n'y a pas de formation professionnelle, de formation métier qui puisse accompagner ces jeunes-là pour avoir une qualification et répondant aux besoins. Aujourd'hui, même dans notre pays, le métier le plus élémentaire que sont les constructions, maçonnerie, plomberie, électricité, j'en passe, vous n'en trouverez pas la qualité satisfaisante de main-d'œuvre dans notre pays. L'emploi des jeunes, je me suis attelé, j'ai proposé des centres de formation multi-métiers. J'en ai proposé dans mes discours de campagne, 3 au moins au Mali. Et en plus de cela, je veux accompagner cela par un fonds d'investissement public, je dis bien un fonds d'investissement public, dédié au secteur privé.
Donc, comme c'est dédié au secteur privé, la jeunesse a sa part dedans, les femmes ont leur part dedans parce qu'elles n'ont pas suffisamment de revenus pour ce qui est suffisamment décrit dans notre pays, à savoir les banques ne prêtent qu'aux riches, les banques n'ont pas de fonds suffisants, que cela puisse être suppléé par une présence de l'État pour soutenir un secteur qui en a suffisamment besoin et leur permettre d'accéder également à la commande publique. Mais vous mettez l'accent sur la formation et ce lot de chômeurs que vous avez déjà sur le marché, qu'est-ce que vous en faites? Tout le monde ne peut pas réussir, acceptons-le. Ceux qui ont la capacité de se réformer, ceux qui ont la capacité d'entreprendre, vont entreprendre. Le chômage ayant trop duré, certaines catégories ne pourraient pas avoir d'emploi. Celui qui a 45 ans, qui est resté au chômage pendant 20 ans, il faut se dire qu'il ne trouvera pas d'emploi. Il pourrait être un auto-employeur, créer sa propre entreprise et avec combien de risques. Alors, donc, c'est vrai, nous avons beaucoup de chômeurs. Nous ne pourrons pas tous prendre, mais nous comptons, nous espérons que ça va faire booster beaucoup l'employabilité par rapport à ce que nous avons vu les 5 dernières années. Merci, M. Kane. Dr Touré. Alors, donc, je vais prendre cette question sur l'emploi des jeunes. Parce que des jeunes au chômage, des jeunes diplômés au chômage sont une proie facile des djihadistes, malheureusement. C'est une bombe à retardement pour tous les pays. Il faut résoudre ce problème-là. Et on a créé une agence ici au Mali, l'APEJ, l'agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, que je maintiendrai quand je serai élu président, mais le E pour l'emploi serait plutôt E pour l'entrepreneuriat des jeunes, où nous devons mettre en place une culture d'entrepreneuriat afin que les jeunes eux-mêmes soient encouragés à créer des entreprises qui auront le mentoring des vieilles sociétés déjà établies. Mais cette culture de l'entrepreneuriat va avec des financements qui acceptent les risques liés au financement. Et donc, ce n'est pas les fonds qui manquent. Mais il faut cette culture parce que toute entreprise est liée la création de toute entreprise est liée à des risques d'échec. 80% des compagnies, des startups aux États-Unis échouent au bout de 3 ans. Cela n'est pas une mauvaise chose. Les 20% sont suffisants pour pouvoir faire développer le pays. Il faudrait que cette culture-là, et dans cette culture, l'échec ne doit pas être puni. Le fait de n'avoir pas réussi une première entreprise ne doit pas être puni. Au contraire, quelqu'un qui a échoué 10 fois doit être recherché par les banquiers parce que c'est une ressource rare, quelqu'un qui connaît 10 façons de ne pas faire la même erreur et donc qui va réussir la prochaine fois. Et donc il faut encourager nos jeunes à cela, à prendre le risque de pouvoir s'engager dans des nouvelles sociétés. S'ils ne le font pas, ils ne le font pas maintenant. Pourquoi? Parce que le premier échec, déjà, le mettrait sur une liste rouge où ils n'auront aucun financement. Docteur Maïga. Merci bien. Vous savez, moi, mon opinion sur la question de l'emploi, c'est que le président de la République, c'est bien, il peut faire plaisir aux jeunes qui lui demandent, leur disant qu'il va leur donner de l'emploi. Ce n'est pas son travail. Le rôle du président de la République, c'est de créer les conditions pour que les jeunes puissent se prendre en charge. Je viens de vous donner le cas des jeunes paysans qui font 90%. Parce que souvent, quand on parle de l'emploi chez nous, on pense surtout au diplôme. Les 80% sont dans le monde rural. Développer l'agriculture de façon structurelle, créer les conditions de confort pour qu'ils puissent rester chez eux, vivre du fruit de leur travail, se marier, faire leurs enfants et rester chez eux, au lieu d'aller mourir dans le désert ou aller se faire enrôler par les djihadistes. Première approche. Deuxième approche concernant les jeunes diplômés. Les questions ANP, APEJ, où c'est des clientèles politiques que le pouvoir crée au sein de la jeunesse. Dès que le pouvoir change, tout ceci tombe en faillite. Il faut mettre fin à ça. Il faut créer les conditions pour que les jeunes qui ont de l'initiative, qui ont des idées, qui investissent essentiellement dans les secteurs où on crée les richesses, que l'État les accompagne en finançant leurs projets. Mais cette fois-ci, pas sous forme de clientèle politique. Et c'est pour cela que dans ces organes-là, il ne sera pas dit que c'est les gens du pouvoir seulement qui auront leurs représentants. C'est l'ensemble de la société qui aura ses représentants par rapport aux questions de financement des jeunes, de manière que les jeunes les plus méritants, les qui sont plus à l'initiative, puissent réaliser leurs projets. Voilà mes approches pour les deux catégories de jeunes. Ok, docteur Maïga, toujours avec vous. À présent, un mot sur la promotion de la femme. Vous savez, les femmes, au niveau du monde rural, elles n'ont pas accès à la terre. Et si elles l'ont, elles n'ont pas accès au financement, au crédit. Celles qui sont dans les capitales sont régulièrement violentées, assassinées.
Ces dernières années même à Bamako, on a vu des femmes poignardées, tuées à bout portant par leur mari. Qu'est-ce que le président de la République que vous pourriez être va mettre en œuvre pour la promotion et effectivement de la femme malienne? Pour ce qui concerne les violences, je crois que ce n'est pas concernant seulement les femmes. Celui qui tue un citoyen, il y a des femmes aussi qui poignardent leur mari. Que ce soit les hommes qui tuent leurs femmes ou les femmes qui tuent leur mari, celui qui tue, il doit subir la rigueur de la loi qu'il y a chez nous. Il faut faire respecter la loi. Un. Deuxièmement, concernant la promotion des femmes. Vous savez, souvent, quand on en parle chez nous, on parle surtout à l'élite féminine. Moi, je pense beaucoup aux femmes rurales. Ces femmes rurales, elles ont besoin de quoi? Elles sont dans l'agriculture. Investissement massif dans l'agriculture. Appui aux organisations féminines. Appui aux femmes qui veulent rester chez elles. De leur permettre de créer des centres de santé pour qu'elles puissent se soigner chez elles. Qu'elles n'aient pas besoin de venir en ville où elles ne sont pas dans les conditions. Voilà ce qu'il faut pour les femmes rurales. Concernant les femmes qui sont dans les villes, les femmes intellectuelles, les discours qui consistent à dire on fait 30% d'élus, c'est une bonne chose, moi je l'approuve. Mais c'est plus facile dans les nominations. Quand vous nommez un gouvernement de 30 membres, vous avez 2 femmes là-dedans. Vous ne pouvez pas donner la leçon aux gens après en disant les partis, il faut prendre 30%. Mais on nomme d'abord, les 30% de mon gouvernement seront des femmes. Je vais donner l'exemple. Parce que je vous dis, tant que le président de la République, dans les actes au quotidien, dans son comportement, dans les décisions qui dépendent de lui, ne donne pas l'exemple, ces discours, c'est purement populiste pour engranger des voix à la veille des élections. Moi, je vais respecter les choses. Partout où il y a des nominations, les femmes seront le tiers d'abord. Monsieur Kani. Bien, avant la question sur les femmes, un peu des regards sur la jeunesse. En attendant 80% d'échecs aux États-Unis, ça c'est structurellement américain parce que c'est saturé. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre d'accepter 80% d'échecs. Ça n'est pas bougé. Et je ne pense même pas que notre économie a tellement de besoins qu'elle rejetterait 80%. Pour les femmes, il n'y a pas de loi dans notre pays qui interdise à une femme d'accéder à la terre. Donc si c'est une pratique, c'est un chef, c'est comme mon collègue le dit, c'est le président de la République qui crée les conditions pour qu'il y ait équité entre les citoyens, pour qu'il y ait équité en termes de respect des lois. Alors donc, l'accès des femmes à la propriété foncière ne doit pas souffrir de problèmes dans notre pays, d'autant qu'une loi ne l'interdit pas. Et quand il s'agit de soutien aux femmes, vous savez, ce sont chaque fois des ONG étrangères qui viennent épauler ces bonnes dames, notamment rurales, pour se faire un lopin de terre aménagé avec un grillage pour qu'ils puissent s'offrir un petit temps de maraîchage. Et l'État que je propose en termes d'aménagement agricole tient bien compte de cela pour que ces femmes puissent avoir leur propriété, avoir un revenu décent, puissent avoir un travail qui puisse leur donner autant de revenus qu'un homme. Alors quand il s'agit de violence, je rejoins qu'il faut une loi. Et il y a la loi qui sanctionne toute personne porteur de violence sur une autre personne, encore pire lorsque vous arrivez à lui donner la mort. Alors donner la mort, c'est toujours une justice et nous devons sortir de cette impunité dans notre pays où ces crimes restent toujours impunis. Docteur Touré. Écoutez, l'État de droit doit reconnaître les droits des femmes et des hommes au même niveau. Et c'est pourquoi, je l'ai toujours dit et redit, dans mon gouvernement en tant que président de la République, j'aurai 50% de femmes et 50% d'hommes. Il n'y a pas de raison de trouver un chiffre différent de 50% si c'est le même pourcentage dans le nombre exact des femmes. En fait, c'est 51% de femmes en réalité dans notre société. L'injustice sociale doit être punie et le leadership doit montrer l'exemple. Il faudrait que le président de la République commence par lui-même en montrant l'exemple. Quand on applique une nouvelle loi où il doit déclarer ses biens, où les citoyens doivent déclarer leurs biens, il faut que le président de la République commence par lui-même et par ses ministres. Et dans le gouvernement, non seulement j'ai les membres, les femmes à égalité, mais dans la nomination des ambassadeurs aussi. Je voudrais aussi donner cette opportunité aux femmes dans les zones rurales. Les fonds manquent pour les financer aujourd'hui. Ce n'est pas des fonds qui manquent dans le pays. Si on arrête la corruption, eh bien, il y aura suffisamment d'investissements pour ces femmes
ces braves femmes qui se battent tous les jours pour nourrir leur famille. Nous allons mettre en place un système qui permettra aux associations des femmes de continuer à regrouper ce que les structures déjà existantes qui sont les groupes de Paris, comme on le dit Paris en Bambara, qui peuvent être améliorés et qui peuvent être financés par la microfinance. Cela a donné des bons résultats ailleurs, partout ailleurs, et ça peut être le cas ici au Mali. Alors, docteur Maïga, docteur Kane, 30 secondes sur la question de la parité. Les femmes maliennes en rêvent certainement, elle n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Le quota, c'est bien. Moi, les théories de parité, je n'y crois pas. Moi, je pense qu'il faut le mérite. Il y a des femmes qui méritent d'être nommées à des postes. Il suffit de ne pas les discriminer. Les nominations, tout juste parce qu'on veut faire du remplissage, je ne crois pas. Il faut prendre les femmes compétentes. Parce que quand on rentre dans ces systèmes de quotas, de parité, souvent c'est les plus incompétents qui ont plus de l'entretien qui se retrouvent dans les postes. Il faut donc des femmes compétentes et le Mali en regorge. Et c'est pour cela que j'ai dit, dès lors qu'on a une loi... Il faut 30 secondes, quant à moi également, je crois que ce n'est pas par voie législative qu'on peut régler la parité. Il faut être objectif. Et il faut être objectif comment aujourd'hui, nous avons un taux d'alphabétisation féminine en bas par rapport à l'alphabétisation masculine. Et si nous mettons à part ceci, le genre ne s'explique pas dans tous les autres domaines de la vie sociale. Et quand on revient dans ce monde où c'est le service public ou bien c'est les postes électifs, cette parité se jouera par le mérite, forcément. 30 secondes épuisées, merci donc. Docteur Touré. Vous me permettrez de dire quand même 30 secondes, s'il vous plaît, que les femmes sont aussi compétentes que les hommes. Et allez-y aux cérémonies de graduation des écoles, vous trouverez que toutes les premiers de toutes les classes, ce sont des femmes, en général. Et donc, le problème de compétence ne se pose pas. Il y a un problème structurel qui est là, il faut l'imposer afin de pouvoir faire bénéficier les femmes de leurs droits. Pour boucler donc ce débat, certainement, on va prendre une dernière question liée à la lutte contre la corruption. Justement, docteur Touré, tout ce que vous venez d'énumérer, tous les projets de bonne foi que vous avez pour le Mali peuvent être entravés par ce qu'on appelle ici la corruption. Souvent au Mali, on dit que c'est même dans notre sang. Qu'est-ce que le président de la République, que vous pourriez être dans le domaine de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance? 2 minutes pour répondre, s'il vous plaît. D'accord, merci. La corruption, évidemment, c'est la gangrène de notre société. Elle existe partout dans le monde. Et si nous l'avons critiquée, souvent on nous a pris pour des opposants. Pourtant, ça existe partout. Ça n'a pas commencé maintenant, mais il faut l'arrêter. Une société ne peut pas se développer avec la corruption. Et je l'ai dit et redit dans le manifeste que j'ai publié, je serai un champion de la lutte contre la corruption. Pour que le président de la République se fasse champion de la lutte contre la corruption, il faut d'abord, pour sa propre élection, il n'ait pas à corrompre les citoyens pour se faire élire. Et nous savons aujourd'hui que les élections sont basées sur l'argent, malheureusement. Et il faut que les citoyens le comprennent. Les citoyens comprennent que si on a acheté leur conscience, ceux qui ont acheté leur conscience ne leur doivent plus rien. Et c'est pourquoi ils ne reviennent pas pendant 5 ans. Ils reviendront 5 années après pour se faire élire, pour leur donner de l'argent. Je fais appel à la conscience de chacun. Il faut arrêter la corruption en donnant l'exemple, en déclarant ses biens, en mettant en place des structures qui peuvent lutter contre la corruption, plus de transparence et surtout un système judiciaire qui punit le mal, afin que ceux qui le font puissent être mis en prison et qui remboursent. Du temps de Moussa Traoré, on l'a vu, ceux qui prenaient l'argent le remboursaient et faisaient la prison. Et cela a totalement disparu aujourd'hui, depuis que nous avons eu une nouvelle ère. Je pense que le poisson pourrit par la tête et nous devons donner l'exemple. Les élections de cette année, nous donnerons l'exemple si oui ou non la politique va cesser la corruption. Envoyer les gens en prison, ça rend un président impopulaire. Vous n'avez pas peur de cela en tant que président, si vous êtes élu? Écoutez, j'enverrai non seulement en prison ceux qui font du mal, mais ceux qui viendront me prier de les sortir, je les mettrai en prison aussi. Monsieur Kane.
pense que personne ne part en prison pour une personne. Vous partez en prison par la loi. Et la corruption doit être réprimée. Nous avons tout un arsenal juridique pour réprimer. Le plus récent, c'est la loi contre l'enrichissement illicite et l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite que le même gouvernement, le pouvoir actuel, a fait voter à un parlement, a mis en place, à peine à pouvoir le mettre en exécution. Et vous savez, nous sommes un pays qui a de maigres ressources, peu de ressources, et lorsque nous assistons et que nous voyons tous les jours et que nous côtoyons tous les jours à certaines personnes, notamment publiques, qui s'enrichissent impunément et qui s'enrichissent de manière spectaculaire, qui vivent dans l'opulence et que personne n'en parle, ni autorité, ni pouvoir, ni politique. Et je crois qu'il faut mettre fin à cela. Pour y mettre fin, c'est le même texte qui existe, qu'il faut une volonté politique pour pouvoir le faire. C'est pourquoi je disais en introduction, comme mon collègue l'a conclu, que ce n'est pas moi, président, qui vous envoie en prison, c'est votre frère qui vous envoie en prison avec une loi et une justice qui existe dans le pays. Donc, je n'ai aucun état d'âme pour cela, je n'ai pas de reproches à me le faire parce que je n'ai fait qu'appliquer une loi et protéger des biens dont j'ai la charge. Au-delà de la lutte contre la corruption, vous savez, nos États vivent au-dessus de leurs moyens. C'est en quelque sorte un abus d'autorité. Vous vous offrez des avantages. Certes, vous êtes au tout sommet de l'État, que personne ne peut vous en empêcher d'avoir. Vous avez la légalité de l'avoir, mais je ne pense pas que ce soit la légitimité de l'avoir dans la mesure où, au regard des revenus de l'État, l'État n'est pas en mesure de prendre de telles charges pour ces institutions. Je vais parler du président de la République, je vais parler de la primature, je vais parler de l'institution dont je suis aujourd'hui, l'Assemblée nationale, je vais parler d'autres institutions de la République, que ce sont ceux-ci qui doivent vivre selon les moyens de l'État. Nous sommes dans un pays pauvre et ceci ne doit pas être des budgétivores plus que les pays nantis que nous. Voilà ce que je veux dire. Docteur Maïga. Merci bien. La lutte contre la corruption, c'est un peu l'ancienne, tout le monde le répète pour faire plaisir, généralement. Mais je dois dire que pour lutter contre la corruption, il y a un certain nombre d'axes que le président doit observer scrupuleusement. D'abord, il doit donner lui-même l'exemple. Son entourage doit donner l'exemple. Lorsqu'un gouvernement s'installe, et dès les premiers mois, c'est des scandales de corruption autour du gouvernement, de l'entourage immédiat du chef de l'État, et aucune conséquence ne s'ensuit, vous ne pouvez plus vous attendre à ce qu'il y ait une lutte contre la corruption. Exemple, au sommet de l'État. Deuxièmement, faire appliquer les lois qu'on a votées. On a créé tellement de structures. Chaque président qui vient créer sa structure. CASCA, commission de lutte contre la corruption, vérificateur général. Vous remarquez, chaque président crée sa structure. Alors que celles qui existent, il suffit de les faire fonctionner normalement. Appliquer la loi, les structures qui existent, les mettre dans les conditions de travail. Mettre la justice dans les conditions de travail. Et enfin, frapper de temps en temps. On ne peut pas comprendre qu'on soit un pays en guerre. Des militaires maliens meurent par dizaines. Et qu'on se rend compte que quelques individus s'organisent pour détourner l'argent destiné à la sécurité de notre pays. Aucune conséquence ne s'ensuit. On ne peut pas comprendre, je viens de vous le démontrer, comment structurellement les paysans, on les appauvrit. Leur revenu net a diminué par rapport à il y a 10 ans, pendant que la part du budget alloué aux paysans a augmenté. Il y a des gens qui s'enrichissent là-dedans, il faut les frapper. Donc, si vous donnez un ou deux exemples comme ça, vous allez voir, les gens vont commencer à rentrer dans le droit chemin. Il faut que le gouvernement donne l'exemple, il faut qu'il y ait des cas pédagogiques, il faut que des domaines sensibles comme l'armée, qu'on rende la corruption intolérable. Celui qui corrompt dans l'armée doit payer. On ne peut pas aller faire mourir nos soldats parce que certains s'enrichissent à Bamako. Alors, il est prévu 1 minute pour vos déclarations respectives pour clôturer ce débat et nous allons commencer par le docteur Maïga. Mes chers compatriotes, je me suis présenté à l'élection présidentielle et mon slogan dit très clairement que c'est pour restituer au peuple malien son honneur, sa dignité et sa souveraineté. Parce que je considère que la souveraineté de l'État, l'autorité de l'État, la sécurité des citoyens et de leurs biens doivent être la tâche fondamentale du chef de l'État. Sans sécurité, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de santé sans sécurité, il n'y a pas d'école.
il n'y a rien. Ma priorité, c'est d'abord restaurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Une fois que cela est fait, on peut s'occuper de tous les autres secteurs. Il y a un gouvernement pour s'occuper de ça. C'est pour cela que je m'engage si je suis élu. Je dis les 80% pendant les 12 premiers mois de mon temps vont être consacrés à restaurer la sécurité des Maliens. Et parallèlement, on va se consacrer aux actes de développement. Que les Maliens aient confiance en eux-mêmes. Notre pays est fort. Nous sommes un grand pays. On ne doit pas baisser la tête. Merci, docteur Maïga. Monsieur Kane. Bien, chers compatriotes, je suis candidat à l'élection présidentielle. Cette candidature s'inscrit dans le changement. Nous avons 50 années et plus, soit un demi-siècle de vie dans notre République, notre nouvelle République Mali. Beaucoup de choses méritent d'être changées. Beaucoup de choses méritent d'être parfaites. Je m'inscris dans la réforme de l'État. Nos ressources sont maigres, malgré ces déficits de ressources, nous avons une corruption endémique. Et vous devez savoir que le médecin porteur d'un germe contagieux ne peut pas soigner un patient. Et que pour soigner la corruption, il faut ne pas être toi-même corrompu ou l'avoir côtoyé. C'est dans cet exercice que j'inscris particulièrement ma candidature afin de lever un défi, tourner une page de notre histoire et en ouvrir une autre qui constitue la prospérité, la justice saine et le développement harmonieux et la solidarité entre nous Maliens pour que notre pays puisse porter haut et notre pays est respecté par nous et à l'étranger. Est épuisé, docteur Touré. Chers compatriotes, je me suis présenté à ces élections présidentielles parce que je veux non pas seulement une alternance, mais je me présente comme une alternative. Le Mali est un énorme chantier. Tout est prioritaire. On l'a vu dans les débats ici aujourd'hui, que ce soit la sécurité, l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes, les questions des femmes et les questions liées même à la justice ou l'injustice sociale sont toutes très importantes. J'aurai un gouvernement qui mettrait en œuvre tous ces chantiers-là. Ce sera une tâche difficile, mais je suis confiant qu'avec vous, Maliennes et Maliens, nous pourrons être à la hauteur de cette tâche, car nous le ferons ensemble. Je l'ai dit et redit, je n'ai pas un programme spécial. Mon programme, c'est vous. C'est le programme que vous aurez mis en œuvre avec une structure et une politique adéquate qui pourra vraiment faire donner de l'espoir au Mali. Merci, Dr Touré. C'est donc ce qui met fin à notre débat de ce soir. Un grand merci au nom de toute l'équipe, à l'ensemble des candidats qui ont donc accepté d'y participer pour partager avec nous leur vision de l'avenir du Mali. Demain, vous pourrez suivre le deuxième numéro de cette série de débats consacrés à la présidentielle du 29 juillet. Rendez-vous donc demain, même station de radio, même télévision. Je vous rappelle que le vote, c'est le 29 juillet. N'oubliez pas de sortir et de voter pour le candidat de votre choix. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme.